Alors tout d'abord, bonjour à tous. Donc avec cette conférence, je vais vous présenter des éléments clés à connaître pour s'entraîner au mieux lorsqu'il fait très froid. Alors, j'aborderai dans un premier temps les impacts du froid sur votre organisme et ensuite les conduites à tenir pour affronter au mieux le froid. Alors lorsque l'on parle du froid, évidemment, on parle d'un stress lié à des capteurs sensitifs qui vont amener un message au niveau du cerveau, exactement au niveau de l'hypothalamus, et ensuite, il va y avoir un phénomène qu'on appelle la thermorégulation qui va se mettre en place. Alors, qu'est-ce que c'est que la thermorégulation? C'est la recherche en permanence de l'équilibre de l'organisme pour rester toujours autour de cette fameuse température des 37 degrés. C'est donc en permanence un combat entre les pertes qui se font et en même temps les apports que va faire l'organisme pour arriver toujours à cet équilibre. Alors, plusieurs réponses possibles de l'organisme. La première, c'est ce qu'on appelle la vasoconstriction. Alors, qu'est-ce que c'est que la vasoconstriction? Les capteurs sensitifs qui donc arrivent au niveau de l'hypothalamus vont enclencher un principe de vasoconstriction de tous nos vaisseaux sanguins pour garder au maximum la chaleur pour ne pas qu'elle s'évacue. À l'inverse, lorsqu'on est en surchauffe, c'est ce qu'on appelle la vasodilatation, où là, à l'inverse, on va évacuer au maximum de la chaleur. Alors la vasoconstriction, elle a une conséquence directe qui est donc une forte baisse du débit sanguin. On passe de 20 millilitres par minute à 1 millilitre par minute. Donc vous voyez, c'est extrêmement une baisse très importante. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y a baisse du débit sanguin, forcément, il y a une baisse du transport de l'oxygène, puisque l'oxygène est transporté par les globules rouges, exactement par l'hémoglobine. Et donc, moins de débit sanguin, moins d'arrivée d'oxygène. Sur un effort d'endurance qui est avec la consommation d'oxygène pour produire de l'énergie, forcément, ça a un impact important. Deuxième réponse du froid, c'est une action directe sur le tonus musculaire. Lorsque les capteurs sensitifs envoient les messages au cerveau, il y a une augmentation naturelle du tonus musculaire pour réchauffer en quelque sorte. Vous savez que lorsqu'il y a une production d'énergie au sein d'une fibre musculaire qui va se contracter, il y a une production de chaleur. Cela, ça va se faire parce on connaît tous les frissons musculaires qui donc sont quelque chose d'un acte absolument involontaire, commandé directement par le système nerveux autonome qui est la partie non consciente du cerveau. Il commande l'ensemble de nos fonctions vitales, notamment la thermorégulation et notamment cette augmentation du tonus musculaire et les frissons qu'on ne va pas forcément commander évidemment. Alors tout cela, ça ne se fait pas sans un apport en calories, donc une consommation importante en calories supplémentaires. Parce que, pour faire ce tonus musculaire, ces frissons musculaires que l'on ne va pas forcément d'ailleurs percevoir tout de suite, il y a une utilisation directe des stocks de sucre qui sont stockés dans nos fibres musculaires qu'on appelle le glycogène musculaire. Ces stocks de sucre vont être utilisés prioritairement pour cette tonicité musculaire liée à la thermorégulation et notamment ces capteurs sensitifs qui ont envoyé des commandes au cerveau. Et donc, on va avoir une perte rapide de ce glycogène musculaire qui n'est pas en très grand stock dans l'organisme, donc on peut être très vite en manque de glycogène musculaire. Alors, l'important, de coup, c'est d'augmenter par la nutrition, par l'hydratation, vos apports en glucides. Alors, deuxième impact, lié au stress directement du froid, par l'augmentation de la production de deux hormones qu'on appelle la noradrénaline et l'adrénaline, commandées par le système nerveux autonome, cette fois-ci, c'est le stock de sucre qui est non pas stocké dans les muscles, mais au niveau du foie, qui est important, qu'on appelle le glycogène hépatique, parce que c'est celui-là qui va intervenir pour le bon fonctionnement du cerveau. Et donc, lorsque l'on va être en manque de glycogène au niveau du foie, quelles vont être les conséquences? On peut avoir des vertiges et ça peut aller jusqu'au malaise. Par conséquent, ça n'est pas étonnant que parfois, on a des retours de témoignages de trailers, par exemple, ou de cyclistes qui ont affronté du froid, qui ont été victimes non seulement de frissons liés à la thermorégulation, mais aussi à des vertiges, parfois des malaises, parce que il y a eu une forte perte du stock de glycogène dans le foie qui a eu un impact direct.
Alors, tout cela, ça va être compensé, vous l'avez compris, hein, par des apports en glucides, j'y reviens, qui sont environ entre 50 et 60 grammes par heure. Alors c'est très théorique, hein, pour un effort d'endurance, et bien modéré, et bien là on passe entre 80 et 100 grammes de glucides pour avoir, pour compenser ces pertes en glycogène. Alors, maintenant un élément important, c'est celui de l'hydratation. Extrêmement important, c'est la température de votre boisson. C'est important de préserver votre boisson sous des vêtements, au chaud, parce qu'il faut qu'elle soit entre 10 et 15 degrés. Parce que si vous ne faites pas ça, il va se passer un stress thermique. Parce qu'il va falloir que l'organisme réchauffe cette boisson et donc ça va demander à nouveau une dépense d'énergie supplémentaire pour que cette boisson soit mise à température. Et donc comme vous en avez déjà de fortes pertes dues au tonus musculaire, vous aggravez votre cas si votre boisson est ou trop chaude ou trop froide. Extrêmement important. Et si on ne fait pas attention, on peut aller à la déshydratation. Et la déshydratation par temps froid est redoutable parce que l'effet va être une accélération du processus de refroidissement et donc un fort risque de gelure. C'est extrêmement important. On le constate souvent en haute altitude, en ski alpinisme, également en ski nordique, dans les courses d'alpinisme. Les gens qui sont déshydratés, très souvent, ça va aggraver l'arrivée des gelures. Donc c'est extrêmement important de maintenir une bonne hydratation. Et les besoins pour cela sont à peu près les mêmes qu'en milieu tempéré. On boit autant, on a besoin autant d'eau. Il y a une augmentation de la production de calories. On l'a vu pour la thermorégulation avec le tonus musculaire, et donc il y a de la perte d'eau. Qui dit production de calories dit perte d'eau. Il faut donc impérativement penser à des besoins en eau. Alors entre 500 et 700 millilitres. Voilà, je vous recommande d'aller voir mes conférences sur l'hydratation si vous voulez en savoir plus. Alors voilà, donc maintenant au niveau du froid, quelles vont être les intensités recommandées? Bien, vous l'avez compris, lorsque l'on est au niveau du seuil 2, autour de 90% de la fréquence cardiaque maximale, que les confrères appellent le seuil, bien très souvent au-dessus, on est sur une utilisation là dominante en glycogène et en glucides. Ce qui veut dire que comme vous allez déjà en consommer pour votre thermorégulation, c'est pas forcément le moment d'aller faire des séances au seuil intenses parce que vous allez aggraver la chose. Par contre, on peut tout à fait faire des séances, des sorties longues au niveau du seuil 1 où là on est globalement sur une utilisation de lipides. Donc même si on va augmenter l'arrivée des glucides avec plus de consommation de glucides, on sera quand même moins en difficulté. Alors attention, un élément important, on soigne l'échauffement lorsque l'on est évidemment en période hivernale. Alors c'est à tout le temps le cas, mais encore plus en période où il fait très froid. Je rappelle que l'échauffement a 3 fonctions. Tout d'abord, mobiliser l'organisme pour optimiser votre commande nerveuse. Je vous rappelle que le processus de contraction musculaire, ça passe par des commandes électriques. Donc, le système neuromoteur, il faut le réactiver. C'est aussi le but de réchauffer les articulations. Et enfin, c'est réactiver tout le système hormonal qui est important pour le fonctionnement musculaire, et notamment les hormones, endorphines, dopamine, noradrénaline, adrénaline. Donc c'est extrêmement important de prendre son temps et de ne pas négliger. On raccourcit le corps de la science s'il faut, mais on ne néglige pas l'échauffement. Alors, autre élément important, c'est la respiration. Quand il fait très froid, il faut impérativement inspirer par le nez et expirer par la bouche. Parce que cette inspiration par le nez va avoir une triple action par les voies nasales et la trachée. En effet, ça va permettre d'abord de réchauffer l'air. Voilà, il va mettre plus de temps pour arriver au poumon. Ça va le filtrer et en même temps, ça va l'humidifier. Et très souvent, l'hiver, on a un froid sec. Et donc, c'est important d'humidifier l'air. Tout cela, une inspiration par le nez va permettre de le faire beaucoup plus que par la bouche. Alors maintenant, côté vestimentaire, 2 cas de figure. Par froid raisonnable, c'est pas la peine de trop surcharger, 2 couches ça peut suffire, parce qu'il y a un risque évidemment de forte transpiration si vous couvrez trop. Et donc qui dit forte transpiration dit forte perte de sels minéraux et donc récupération beaucoup plus longue derrière. Par contre, si le froid est très intense, en dessous de 5 degrés, ou s'il y a vraiment du vent, alors il faut se couvrir et on est sur le principe des 3 couches, je vais y revenir. L'important étant de ne pas descendre au niveau de la transpiration, de la température. C'est extrêmement important parce que si la transpiration a une température en dessous de 20 degrés, il y a un risque de refroidissement généralisé qui peut aller très très vite
et donc une fatigue du système nerveux central qui donc va plus pouvoir réaliser correctement tout le travail de commande des fonctions vitales, cardiovasculaires notamment. Ça a donc un gros impact. Alors, je rappelle que c'est important que vous sachiez que 70% de la chaleur corporelle s'évacue par les extrémités. Par conséquent, on va couvrir la tête. Un bandana, ça n'est pas suffisant quand il fait très chaud. On prend on prend un bonnet parce que 30% des déperditions passent par la tête. Et on va évidemment mettre des gants. Côté vestimentaire, par très grand froid, on est sur la technique des 3 couches. Alors, première couche, on va évacuer la transpiration. Ça, c'est le but de la première couche. Je vais y revenir un peu plus en détail. La deuxième, on va garder la chaleur. Et la troisième, eh bien, on va se protéger du froid, des intempéries et de l'humidité. Alors la première couche, moi, je vous la recommande si possible en laine mérinos. Elle a un intérêt parce qu'elle a déjà elle-même cette capacité de stockage de 30% de son poids en eau. Donc c'est intéressant, mais il y a également des fibres synthétiques maintenant qui font aussi un remarquable travail pour réguler l'humidité. La deuxième couche, conserver la chaleur. C'est important parce qu'il va falloir aussi vous dire que parfois lorsque vous faites des trails, eh bien, il y a très souvent des embouteillages, y compris dans des trails en plein hiver, et donc eh bien, on peut parfois avoir été bloqué pendant 5-10 minutes, et donc il faut que très très vite cette deuxième couche fasse son job, et donc elle sèche rapidement, c'est important. Et donc pour cela, les vestes soft-shell légères, ça peut être intéressant. Bon, regardez les données techniques des fabricants, vous aurez ce qu'il vous faut pour la deuxième couche. La micropolaire est aussi intéressante. Et la troisième couche classique, donc là, l'idée, c'est de servir de coupe-vent, mais aussi de protection sur l'humidité lorsqu'il y a du brouillard, évidemment la pluie. Alors une veste soft-shell ou alors un Gore-Tex avec tous les équivalents qu'il y a maintenant. Important, le col. Pensez bien à avoir un col pour bien vous protéger le cou. Pouvoir mettre dessous un bandana dont le col ne doit pas serrer le cou. C'est extrêmement important. Et évidemment une capuche qui va pouvoir aller sur le bonnet. Voilà, écoutez, j'espère avec tout ça vous avoir donné quelques éléments d'information qui vous permettront maintenant de mieux gérer vos entraînements en hiver.